Bienvenue dans cette deuxième partie de cette rétrospective du jeu Legacy of Kain Soul River. Si ce n'est pas encore fait, je vous encourage vraiment à regarder la première partie avant de suivre celle-ci, et je tiens à préciser, même si c'était déjà un peu le cas sur la précédente vidéo, qu'il vaut clairement mieux connaître bien le jeu, au risque d'être totalement perdu lors de cette revisite. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, un rapide retour sur ce qui n'a pas pu être dit ou qui a été mal dit dans la première partie. Déjà, en août 2025, nous fêtons non pas les 25 ans, mais les 26 ans du jeu. Tu sais que t'es bon en maths, toi? Aussi, je n'avais pas vraiment eu le temps de développer ce point autrement que par des images, mais il est paru à l'époque une bande dessinée promotionnelle dont le scénario se déroulait avant celui du jeu, mais qui a la particularité de présenter, par l'intermédiaire d'une prédiction, des événements supposés advenir dans le futur de ce Raziel encore lieutenant de Kain. Et chose incroyable, la prêtresse est non seulement mentionnée, mais également représentée. De même, on y trouve une allusion à l'épilogue original du jeu. Cette bande dessinée, sortie en octobre 1999, soit peu de temps après la sortie du jeu sur PlayStation, avait donc là encore de quoi troubler les esprits, même si elle n'a visiblement été distribuée qu'aux États-Unis. Enfin, son nom n'apparaissait que dans les crédits de ma première partie, mais j'aimerais mentionner rapidement le cas de Ghostblade. Il a visiblement été très impliqué dans le processus de récupération des prototypes de Soul River, et même dans le récent remaster. Il est donc digne de louange, mais si j'avais dû m'exprimer sur lui il y a encore quelques années... Bon, je m'explique. En 2014, il publia sur sa chaîne YouTube ni plus ni moins qu'une vidéo contenant les premières minutes d'une version alpha du jeu, sous-entendant donc qu'il en avait eu une copie dans les mains, ce qu'il confirma. Mais il précisera aussi qu'il l'avait revendue et qu'il n'avait rien de plus à montrer que cette vidéo. Non mais t'es con quoi! À la boulette. On ne va pas se mentir, moi qui étais déjà à l'époque à fond dans la recherche de la moindre trace de ces fameuses versions de travail avec le contenu coupé, voir ça m'a quelque peu... comment dirais-je... désappointé. Et j'ai eu un léger début de commencement d'envie de meurtre contre lui. Mais bref, tout est pardonné, je suis Charlie, les versions alpha ont fini par refaire surface, et il y a visiblement sa part, donc Ghostblade, nous les joueurs, on t'aime. Joueur de merde, va. Il est temps maintenant de se reconcentrer sur le sujet principal de cette vidéo et d'attaquer la deuxième partie de cette rétrospective sur Legacy of Kain Soul River, le jeu inachevé. Dans ce deuxième épisode, nous allons essentiellement essayer de passer en revue les principaux changements que les zones majeures connues de Soul River ont subis durant les différentes étapes du développement du jeu, en nous basant essentiellement sur des comparaisons entre les différents prototypes connus à ce jour et le produit final. Je dis bien les principaux changements, car il est normal que, comme pour toute production de ce type, il y a eu de très nombreuses évolutions durant la conception, notamment concernant l'aspect graphique qui a été peaufiné au fur et à mesure. Nous pouvons ainsi parler brièvement des diverses textures provisoires qui émaillent les premières versions alpha, et dont certaines sont assez cocasses. Ou des changements de design qu'ont pu connaître par exemple les glyphes, ou même certains ennemis, notamment les Dumaim qui étaient très bizarres dans les premières versions. Ou encore mentionner que la sphère spectrale devait être à la base plus colorée, et on trouve des exemples d'expérimentation de ce genre sur les premiers prototypes. Ou qu'à l'origine, dans cette même sphère, la santé de Raziel était représentée par une aura colorée, comme c'est le cas pour les ennemis secondaires qu'il croise dans cette dimension. L'apparence des âmes a elle aussi évolué en cours de route, tout comme celle des portails qui permettent de passer d'une sphère à l'autre. Dans ce dernier cas, il est curieux de constater que celle visible dans les premiers prototypes ressemble fortement à celle mise en scène brièvement au début de Legacy of Kain Défiance, tout comme le fait que Raziel, lorsqu'il devait s'en servir, devait visiblement prendre une position rappelant là encore ce qu'on verra dans Défiance. Décidément, on peut bel et bien dire que Défiance aura été l'occasion pour les développeurs de concrétiser bien des idées abandonnées pour le premier Soul River, bien plus que pour sa suite directe. D'ailleurs, une dernière pour la route, l'apparence spectrale de la River, très différente dans Défiance où elle a la même silhouette que son équivalent matériel, c'était prévu dès Soul River 1,
mais ça a été abandonné pour cause de limitations techniques. Mais c'est toujours sous-entendu dans la cinématique où Raziel l'obtient. On peut également parler de certaines idées de gameplay qui n'ont pas pu être implémentées. On sait par exemple que plus d'armes auraient pu être utilisables par Raziel, qui aurait notamment pu récupérer celles portées par les humains. Je signale d'ores et déjà que pas mal d'éléments collectables, comme les pièces de puzzle renforçant la jauge de vie, ou les objets qui augmentent l'énergie de glyphes, n'ont été ajoutés au jeu qu'assez tardivement, y compris leur emplacement. Enfin, pour bien préciser les choses, une très large partie de ce que vous allez voir provient directement des travaux de Rena Audron, dont j'ai longuement parlé dans la première partie. Vous pouvez même partir du principe que, pour les images extraites des versions prototypes, sauf précision, c'est directement tiré de sa chaîne, et notamment de ses excellentes vidéos sur les versions alpha. Notez bien que je fais ça avec son autorisation, évidemment. Aussi, il faut rappeler qu'elle s'est elle-même basée sur les travaux de Ben Lincoln, comme je l'ai dit dans la première partie. Il se peut également que j'utilise des extraits de la chaîne de Kevin Chatmajo, là aussi avec son autorisation, mais là ce sera indiqué. Ceci étant dit, pour tout ce qui concerne le montage des dialogues en français... Ça, c'est signé Bibi. Voilà pour ces quelques précisions qui ont déjà duré trop longtemps, alors sans plus attendre, replongeons-nous au tout début de la quête vengeresse de Raziel. Kain est un dieu, une légende, mais qui connaît la vérité. Il fut mortel autrefois. Moi, Raziel, le premier-né de ses lieutenants, j'ai vu naître son empire. Je l'ai servi pendant 1000 ans. L'introduction du jeu a vraisemblablement connu quelques évolutions, mais rien de bien notable. On trouve bien quelques variantes de texte pour le monologue de Raziel, en fouillant dans les fichiers son, mais ça reste globalement la même chose. Kain est un dieu aujourd'hui, une légende. Pourtant peu connaissent la vérité. Il fut mortel lui aussi. Je suis Raziel, le premier-né de ses lieutenants. Je l'ai servi pendant 1000 années. Nous avons, avec mes frères, assisté à la naissance de son empire. Avec le temps, nous étions de moins en moins humains, de plus en plus divins. Kain était toujours celui qui évoluait en premier. Quelques années plus tard, notre tour venait. On pourra tout de même noter qu'à un moment donné, Kain arborait le symbole du clan Razielim sur son écharpe. Est-ce que c'était mis là temporairement le temps que son symbole à lui soit conçu, ou bien ça devait vraiment être le sien à la base? Mystère. Le niveau du monde du dessous n'a pas beaucoup changé entre les différentes versions. Il paraît assez naturel qu'il ait été travaillé très tôt durant la production, et même dans les versions les plus anciennes, on a déjà des ébauches de cinématiques. La seule chose vraiment notable, c'est qu'à un stade de la production, l'ancien faisait son petit discours sur le danger de l'eau dès la sortie de Raziel du monde souterrain. Tu es jeune, Raziel. Tu as gardé certaines des faiblesses des vampires. Ainsi, l'immersion dans l'eau, sans causer ta mort, dissoudra ton corps et t'obligera à regagner le monde spirituel. L'eau, dans la sphère spectrale, est aussi légère et impalpable que l'air. On note d'ailleurs qu'à ce stade, cette sortie ne se refermait pas lors d'un passage dans la sphère matérielle. Ce n'est que plus tard que fut ajoutée la petite étendue d'eau un peu plus loin pour servir de tutoriel sur cet aspect du jeu. Un peu plus en avant, nous avons la salle où nous sommes pour la première fois confrontés à des vampires. Des Dumaim dans le jeu final, mais dans les premiers prototypes, ce sont des Melkaïm. Aussi, dans le jeu tel que nous le connaissons aujourd'hui, le petit canal de cette salle mène à une grille derrière laquelle on trouve une pièce de puzzle pouvant renforcer l'énergie vitale de Raziel. Mais l'idée initiale était tout autre. Un couloir sous-marin devait en effet mener le joueur jusqu'à la zone du glyphe de lumière solaire. Bien sûr, il aurait été impossible à ce stade de l'aventure d'atteindre cette zone, son accès réclamant plusieurs pouvoirs qui n'auraient été obtenus qu'après avoir vaincu plusieurs boss. On peut noter par ailleurs que les Turelim n'ont été ajoutés qu'en toute dernière minute dans ce territoire, qui était occupé par des Melkaïm en début de production, puis par des Dumaim jusqu'aux versions bêta. La version finale du jeu, ne disposant pas du territoire initialement prévu pour les Turelim, ils ont eu droit à ce petit lot de consolation. D'ailleurs, même le thème qu'on entend dans la zone, dans le jeu commercialisé, était lui aussi prévu pour accompagner le territoire supprimé de Turel. Arrivé devant le sanctuaire des clans, la cinématique a été plusieurs fois retravaillée.
Un échange entre Raziel et l'Ancien n'a ainsi pas été conservé dans la version finale. C'est horrible. Le sanctuaire des clans, il est en ruine. Au-delà de ces murs se trouvent les colonnes de Nosgoth, le siège de l'empire de Kain. Comme il est pitoyable aujourd'hui, englouti par les poussières de sa magnificence passée. Pourtant, je viens de m'éveiller. J'ai le sentiment que des siècles se sont écoulés entre mon exécution et ma résurrection. Ruine et décadence. C'est infernal. Combien de temps suis-je resté en votre pouvoir? 1000 ans ou un instant. Nous, qui sommes hors du temps, ne connaissons ni passé ni futur. Nous vivons l'instant présent. Cela n'est pas totalement retranscrit dans les dialogues traduits en français, mais en version originale, on ressent clairement de la méfiance de Raziel envers l'Ancien. Le premier n'hésitant pas à adresser au second un « damn you », qu'on peut traduire par « maudit soyez-vous ». Cela fait écho au rapport tendu qu'ils entretiendront canoniquement à partir de Soul River 2. En observant la façade du sanctuaire, on réalise que la grille à travers laquelle Raziel pourra passer plus tard est absente dans les premiers prototypes, toutes les entrées étant totalement fermées. En revanche, on note un chemin en hauteur à travers la roche, accessible en escaladant une partie de la falaise grâce au pouvoir de Zéphon. En effet, divers indices sur lesquels nous reviendrons nous font clairement comprendre que l'ordre des premiers boss a été quelque peu chamboulé durant la production, et qu'après Melkia, au lieu de revenir directement au sanctuaire des clans pour y retrouver Kain, nous aurions dû nous diriger vers la cathédrale, et que c'est seulement une fois Zéphon vaincu que nous aurions pu pénétrer à l'intérieur du sanctuaire. Continuons vers le lac des morts, et dans les versions alpha, nous avons la surprise de trouver un Turelim sur le chemin. Arrivé près du vortex, dans au moins une des versions bêta, une cinématique s'enclenche. Ce monde est ravagé par les cataclysmes, comme si la nature cherchait désespérément à se libérer de l'emprise de Kain. Le destin de ce monde fut déterminé en un instant par un seul homme. Refusant de se sacrifier pour l'équilibre de Nosgoth, Kain a condamné le monde à cette terrible déchéance. Il a alors commis l'irréparable. Aujourd'hui, il est presque trop tard. Nosgoth chancelle. Son fragile équilibre est irrémédiablement menacé. Celles et ceux qui connaissent bien le jeu le savent, dans la version finale, ce monologue de l'Ancien et le tremblement de terre ont été déplacés plus tôt, devant le sanctuaire des clans. Nous en arrivons au territoire de Raziel, une zone plutôt courte mais sur laquelle il y eut quand même quelques changements notables. Dès l'entrée, nous sommes accueillis dans les versions alpha par des piliers qui ont disparu par la suite. Des portes et des grilles ont par contre fini par être ajoutées, comme tout au long du jeu d'ailleurs, pour faciliter et dissimuler les temps de chargement progressifs, le fameux streaming. En revanche, certains éléments de décor illustrant les ravages subis par ce territoire n'ont pas été gardés dans la version finalisée. Dans la zone inondée, était prévue une rencontre avec un vampire spectral, et c'est là que l'Ancien aurait dû prononcer son monologue les introduisant. Prends garde, Raziel, ce sont les âmes des vampires prisonniers du monde spectral. Ils s'adaptent à leur environnement et deviennent vampires des âmes. Ne les laisse pas retrouver leur corps. Pour forcer le joueur à explorer cette zone a priori optionnelle à ce stade de l'aventure, une barrière de l'Ancien aurait dû se dresser sur notre chemin, qui n'aurait disparu qu'après la défaite de l'ectoplasme. Finalement, cette rencontre sera déplacée plus tard dans le jeu, durant notre exploration de la nécropole de Melkia, où elle survient de façon plus fluide. Dans la partie centrale du territoire, avec son mécanisme nécessitant le pouvoir de constriction obtenu après la mort de Duma, nous avons droit à une surprise de taille, car en lieu et place de la petite salle avec des piliers renfermant une pièce de puzzle, nous avons la forge du feu. Celle-ci sera finalement déplacée dans le territoire de Rahab, où elle se substitue à la forge de l'eau. En revanche, si on pouvait croire que quelque chose d'autre était prévu pour ce passage qui ne fait que nous ramener un peu en arrière par le haut, les versions alpha ne nous apprennent rien d'autre car c'est sensiblement la même chose.
Enfin, on peut noter que la transition avec le territoire de Melkia était beaucoup plus courte à l'origine. C'est là encore l'un des nombreux exemples où les développeurs ont retravaillé certains embranchements pour optimiser les temps de chargement, qui devaient être d'une discrétion absolue. Dans ce même territoire, on remarque dès l'entrée que la fresque murale ne comportait pas la représentation de Melkia en son centre, ce qui dissimulait moins le fait qu'elle était grandement inspirée par un véritable bas-relief qu'on peut admirer en Allemagne, dans la zone rocheuse dite des Elstersteine. Un peu plus loin, en progressant, certains se souviennent peut-être de cette crypte où on trouve un cercueil qu'on peut faire bouger en y insérant la Soul River. Ce qui nous mène à un passage secret. Rassemble ces éléments pour reconstituer tes réserves d'énergie de glyphes. Dans les versions alpha, le cercueil est immobile, le passage secret est absent, et une partie du plafond est effondrée, ce qui rend l'endroit encore plus lugubre. Sinon, on remarquera que dans la dernière zone aquatique, là où on trouve une pièce de puzzle ainsi que le glyphe de force dans le jeu final, ce n'est pas le cas dans les versions alpha, où il n'y a pour ainsi dire rien à trouver. Nous verrons plus tard que le glyphe de force devait à la base être situé dans un endroit totalement différent. Petite curiosité que Rena Audron avait dénichée en 2009, ce couloir dissimulé derrière un mur. Il semble avoir été présent dans toutes les versions du jeu, même dans celle de l'E3 1998, mais sans que son utilité ne soit connue. Bizarre, bizarre. À part ça, pas grand-chose à noter jusqu'à la mort de Melkia, si ce n'est que la salle où nous l'affrontons a un peu changé au fil du développement, ce que nous pouvons bien voir dans la version de l'E3 98 offerte en bonus de la version remasterisée. Notons que comme tous les frères de Raziel, Melkia a eu un nom temporaire au début de la production, Skinner. Non, pas celui-là, ce qui est sûrement une référence ironique à son épiderme fragile. Par extension, les membres de son clan étaient également nommés les Skinners, avant qu'ils n'aient leur nom définitif. On notera que ces noms temporaires sont toujours utilisés dans le code source, parfois en version abrégée, même dans la version finale. Une petite parenthèse également sur le pouvoir obtenu après la mort de ce premier boss, qui nous permet de passer à travers des grilles dans la sphère spectrale. Dans les premières versions, Raziel l'utilisait avec une animation assez différente, très semblable à ce qu'on verra dans Legacy of Kain Defiance. Et oui, encore. Une fois la quête de Melkia achevée, l'ancien ne disait pas tout à fait la même chose au départ. Pars en quête du repère de Zéphon, Raziel, au-delà des ruines d'où tu as été précipité vers le monde du dessous. Fort des pouvoirs de Melkia, tu pourras prendre des chemins qui, jusque-là, t'étaient interdits. Ce qui nous prouve pour de bon que nous étions bel et bien supposés partir pour la cathédrale de Zéphon après le premier boss, et non pour le sanctuaire des clans comme dans le jeu final. D'ailleurs, dans les anciens prototypes, l'entrée de la cathédrale n'était nullement bloquée par une barrière pouvant être ouverte en utilisant la Soul River comme une clé. Quand on y réfléchit, c'est d'ailleurs le seul élément du jeu final qui demande aux joueurs d'avoir obtenu la River pour progresser jusqu'à Zéphon, ce qui est logique quand on sait maintenant qu'elle n'était supposée être obtenue que plus tard initialement. Il est probable que les développeurs aient estimé qu'en l'absence de cette arme, la zone allait être très compliquée et frustrante pour le joueur, surtout à ce stade de l'aventure. Et ils ont sans doute estimé qu'il serait plus encourageant d'avoir déjà eu droit à une confrontation avec Kain avant de se lancer dans cette longue exploration. Car cette cathédrale s'avère être la zone la plus grande que nous ayons à parcourir, ce qui donne un effet curieux dans la version finale, mais cela aurait dû être plus justifié à la base, car nous étions supposés y retourner à la toute fin du jeu, et c'est même là que son gameplay aurait dû se conclure. Une petite parenthèse sur le nom de cet édifice, The Silence Cathedral, en anglais, ce qui peut se traduire par cathédrale silencieuse. Un dialogue supprimé aurait dû la nommer en français Cathédrale du silence. Ce que je trouve assez poétique et plus élégant que la traduction « cathédrale muette » que l'on trouve dans les bonus du remaster. Son gigantisme va donc rendre difficile de lister toutes les évolutions qu'a connues cet endroit, mais on peut déjà signaler que, comme dit plus tôt, il n'y avait à la base aucun chemin menant à la zone du glyphe de lumière solaire, celui-ci étant plutôt situé dans la salle où l'on a droit à notre premier combat contre des vampires. De la même façon, et aussi étonnant que ça puisse paraître, le glyphe du son ne devait pas être trouvé au sein de la cathédrale, mais dans une toute autre zone. Nous y reviendrons.
En revanche, nous pouvions y dénicher la forge du son, ce qui aurait été ainsi la première forge trouvable pour la Soul River, mais bien évidemment, comme nous n'étions pas supposés encore avoir cette arme à notre disposition, nous n'aurions pas pu encore la baptiser par cet élément. On rappellera à toutes fins utiles que cette forge, comme toutes les autres, hormis celle du feu, a été totalement supprimée du jeu final. Chose à noter également, si la forge du son est visible dans un état peu abouti dans les premières versions alpha, nous avons droit à bien mieux dans le prototype du mois d'avril, même si l'hôtel est absent, mais on suppose qu'il aurait dû avoir une forme de cloche ou quelque chose de similaire. Je ne m'explique pas pourquoi nous n'avons pas droit à cette version dans la section niveau perdu du remaster. Concernant les ennemis humains rencontrés dans cette cathédrale, s'il avait toujours été prévu de croiser des chasseurs de vampires, les idolâtres ne devaient pas être présents, ceux-ci ayant été à la base conçus comme des membres du culte de la prêtresse. Mais cette dernière et son temple ayant finalement été supprimés, les développeurs ont fait le choix de les déplacer au sein de cet édifice religieux. Il est intéressant de comparer les différentes versions de la zone, de constater comment certains éléments de décor ont changé, ou comment certaines énigmes ont pu être peaufinées. En revanche, certains mystères subsistent. Par exemple, arrivé à mi-parcours, dans toutes les versions, nous avons ce couloir qui mène à une zone vaguement intrigante avec des bouts de tuyaux d'orgue. Mais techniquement, cette portion est totalement inutile. Il n'y a absolument rien à ramasser ou à débloquer. Il est possible que quelque chose ait été prévu, peut-être en lien avec l'épilogue, où on sait que les tuyaux d'orgue auraient dû jouer un rôle majeur. Un peu plus loin, certains auront pu trouver étrange la topographie de ce passage, où on a presque l'impression que cette grande pièce forme un demi-cercle. Les prototypes confirment que la moitié de la zone a été supprimée. Nous étions supposés pouvoir faire tout le tour de cet endroit, mais peut-être que cela prenait beaucoup de ressources et que cela nuisait à la fluidité du jeu. Juste devant, on note la présence de cet immense objet que l'on peut faire tourner grâce au pouvoir de constriction obtenu après la mort de Dumas bien plus tard. Il semble possible de l'ouvrir sous certaines conditions. On peut penser qu'il devait renfermer un objet collectable. Dans la version finale, des joueurs auront pu trouver étrange la présence de ce qui s'apparente à des cheminées ou à des longs conduits d'aération verticaux. Ils étaient en fait très nombreux à la base et étaient bloqués par des toiles d'araignée qu'on pouvait toutefois brûler à l'aide de torches ou de la river de feu. Quand on sait que la cathédrale était supposée être une arme de destruction massive créée par les humains à destination des vampires, conçue pour diffuser à grande échelle le son de ces orgues, il est facile de deviner que ces conduits étaient supposés aider à cette diffusion sonore, et que les désobstruer faisaient partie des éléments qui enclencheraient la fin du jeu initialement prévue. Nous en arrivons enfin à la salle de Zéphon, ce sinistre ennemi, qui avait au début de la production, comme nom temporaire, Wall Crawler, ce qui peut se traduire par le grimpeur de murs. Dans cette zone de boss, donc, là encore, dans le jeu sorti, d'aucuns ont pu être intrigués par ce qui ressemble à des portes situées sur les côtés, mais qu'il est impossible d'ouvrir. Vous l'avez deviné, nous étions bel et bien supposés pouvoir les traverser initialement, mais le rôle des deux couloirs qu'elles renfermaient n'est pas très clair. Dans la plupart des prototypes, ils ne font que nous ramener à la salle principale par le haut, mais dans d'autres, ils mènent à des objets étranges, émettant cette curieuse lueur verte, semblable à celle que l'on voit dans la salle où l'ancien nous enseigne l'art de dévorer les âmes. Il est possible que le fonctionnement du combat de boss ait été remanié à plusieurs reprises, et que ces couloirs auraient initialement dû y jouer un rôle. À ce sujet, Zéphon devait être à la base bien plus agressif, pouvant attaquer depuis le sol si Raziel restait trop longtemps immobile, et aurait même été capable d'aspirer son énergie vitale, comme les ectoplasmes. Précisons enfin que durant l'échange entre les deux frères, avant leur combat fratricide, Raziel aurait pu avoir une réplique un peu différente. Certaines choses ne changent jamais. Tu es toujours aussi lâche, Zéphon. Aujourd'hui encore, tu céderas à ma volonté. Dans les versions alpha, nous pouvons constater la présence d'une section supplémentaire derrière Zéphon qui s'avère mener à ce qui aurait dû être le sommet de la cathédrale, mais nous n'aurions à l'évidence pu y accéder qu'à la toute fin du scénario original, donc laissons ça de côté pour le moment. Une fois notre adversaire vaincu, nous obtenons le pouvoir de grimper sur certains types de murs.
Dans le jeu final, nous ne pouvons nous déplacer sur ces derniers que de haut en bas et inversement, ainsi qu'à l'horizontale. À la base, il était prévu que l'on puisse aussi se déplacer en biais, ce qui devait sans doute être source de soucis en termes de maniabilité. Comme pour Meltia, la réplique de l'ancien, suite à la défaite de Zéphon, était différente à l'origine. Retourne aux colonnes, Raziel. L'âme de Zéphon t'ouvrira de nouvelles voies. Prends garde, toutefois. Ces ruines sont abandonnées, mais point désertées. Et donc, comme le voulait la logique de ces versions prototypes, nous pouvions enfin nous infiltrer dans le sanctuaire des clans. Les pouvoirs de Zéphon t'ouvrent de nouveaux horizons. Regagne le siège de l'Empire de Cain. Il recèle encore certains secrets. Comme nous l'avons vu, la grille sur la droite n'existait pas à l'origine, tout comme le petit couloir qui suit et qui nous mène à la salle d'eau. Nous aurions dû donc passer par cette petite entrée rocheuse sur la droite qui mène à un tout autre chemin et à un autre accès vers la salle d'eau. Ici même, nous aurions dû pouvoir contempler le dôme qui servait de toit à la salle renfermant les restes des colonnes de Nosgoth. À l'intérieur, dans les toutes premières versions, nous pouvions contempler des fenêtres décorées avec les différents emblèmes des clans. Mais cette décoration a vite été abandonnée, tout comme l'idée des fenêtres. Les colonnes auraient également dû disposer de symboles distincts sur chacune d'entre elles, comme c'était le cas dans Blood Omen, bien que les designs initialement prévus étaient très différents. Toutefois, là encore, l'idée n'a pas abouti. Mais il est amusant de constater que le symbole de la colonne de l'esprit est visible dans la citadelle des humains, ce qui aurait dû être très lié au personnage de la prêtresse et donc au contrôle des esprits. De même, on en retrouve plusieurs sur des images de promotion pour Soul River 2, bien que cet opus aura finalement droit à des symboles encore différents. Enfin, notons que le personnage de Cain a été implémenté tardivement dans le jeu et n'est visible qu'à partir de la version du mois d'avril. En revanche, il était bien sûr prévu dès le départ un premier affrontement avec lui devant les colonnes. Notons quelques variantes de dialogue qu'on peut trouver dans les fichiers son du jeu pour leur échange. Je pensais te comprendre, Cain. Je pensais que ta haine provenait de ta jalousie, mais exterminer les tiens. Tu n'as donc aucune conscience. Conscience? C'est toi qui me parles de conscience? Attends d'avoir pesé la gravité de tes choix avant d'avoir l'audace de porter un jugement sur moi. Ta vie n'est qu'une étincelle comparée à la quantité de regrets et de doutes que j'ai pu accumuler depuis que Mortanius, pour la première fois, me détourna de la lumière. Le destin du monde dépend de la sagesse du moindre de mes gestes. Sais-tu ce que tu ferais, toi, si tu étais à ma place? Je choisirais l'honnêteté et l'équilibre plutôt que ce chaos. Comme nous le savons, ce premier affrontement contre Cain se solde par la destruction de l'incarnation matérielle de la Soul River et la récupération de son alter ego spectral par Raziel. C'est l'occasion de faire une petite parenthèse sur cette arme qui donne son titre au jeu. Comme on le sait, elle devait à la base jouer un rôle bien plus central dans l'intrigue et disposer d'un système de forge infiniment plus développé que ce que le jeu final nous sert. Ainsi, en plus du feu, nous devions également avoir une forge du son, comme nous avons pu déjà le voir en présentant les premières versions de la cathédrale, mais encore d'autres correspondant aux éléments de l'eau, de la lumière, de la pierre et de l'esprit. Ces améliorations élémentaires auraient dû être très puissantes, comparables aux glyphes. Elles auraient permis à Raziel d'user de la River pour neutraliser, voire exterminer les ennemis à distance, grâce aux projectiles télékinésiques, ce qu'on peut certes encore faire avec la River du feu dans le jeu sorti. Et cela aurait été loin d'être superflu, car, à l'origine, il n'était pas prévu que l'on puisse détruire ses opposants en faisant une attaque chargée sur un adversaire étourdi. La River non imprégnée d'un élément aurait ainsi été une arme moins efficace que la version finale, qui n'aurait donc été mortelle que pour les ennemis humains. Cela aurait donc incité les joueurs à s'intéresser au système de forge qui lui aurait clairement simplifié la vie. Comme on le constate pour celle du feu dans le jeu terminé, à chaque fois que Raziel baptisait son arme au sein d'une forge, il pouvait la réimprégner de l'élément en question selon certaines conditions.
Exemple tout simple, encore réalisable dans au moins une des versions bêta du jeu, et ça c'est Bibi qui l'a découvert en premier jusqu'à preuve du contraire. Une fois la river de son débloquée grâce à la forge correspondante, ou bien en utilisant un code de triche, il aurait suffi de frapper avec l'épée sur une cloche pour qu'elle soit imprégnée de l'élément du son, ce type d'opération pouvant être répété à tout moment tant que Raziel était dans la sphère matérielle. Un passage dans la sphère spectrale enlevant toute amélioration de ce type. Ces forges sont au diapason de l'énergie de l'épée Soul River. Lorsque tu auras baptisé l'épée de ses sources élémentales, elle restera à jamais imprégnée de cet élément. Il est facile de deviner que la River aurait pu être réimprégnée de lumière grâce aux faisceaux lumineux qu'on trouve un peu partout dans le jeu. Idem pour la River de l'eau, ce ne sont pas les étendues aquatiques qui manquent tout au long de l'aventure. Pour la River de la pierre, c'est plus ambigu, mais peut-être aurait-on dû utiliser des rochers qui, dans le jeu final, ne servent pas à grand-chose hormis assommer des ennemis. Pour celle de l'esprit, il suffisait d'un contact de l'épée avec une âme errante dans la sphère matérielle. Et il est à noter que cette River aurait dévoré les âmes des ennemis vaincus à la place de Raziel, une idée qui sera reprise dans Soul River 2. En tout cas, nous verrons plus tard dans cette rétrospective que, contrairement au glyphe, qui semble avoir toujours été conçu comme optionnel, la quête des forges aurait dû être un élément incontournable pour débloquer la fin du jeu. Désolé, mon intention n'était pas de troubler votre repos. Ces colonnes, quelle est leur fonction aujourd'hui? Reprenons le cours de notre exploration. La montagne au-delà des colonnes porte trace d'un crime ancien. La Soul River t'ouvrira la voie. Pars vers l'ouest. Dès la première défaite de Kain, au vu de l'ordre initial, nous aurions pu directement nous mettre en route pour le tombeau des Séraphéens. En chemin, chose étonnante, nous étions supposés tomber sur une grotte, totalement absente du jeu final, qui nous aurait conduit à la zone du glyphe du son, qui a finalement été déplacée dans la cathédrale, où il faut bien le reconnaître, elle semble bien mieux à sa place. Notons toutefois qu'il aurait été impossible de résoudre à ce stade l'énigme permettant d'obtenir le glyphe de cette zone, car il ne devait y avoir aucun portail permettant de passer de la sphère spectrale à la sphère matérielle. Il aurait ainsi fallu revenir à cet endroit bien plus tard, après avoir acquis le pouvoir de passer d'une sphère à l'autre sans les portails. Il semble que la même logique aurait dû s'appliquer à plusieurs forges et glyphes, si ce n'est tous, empêchant Raziel d'obtenir ses pouvoirs spéciaux trop tôt. Nous en arrivons donc au tombeau des Séraphéens, dont la façade a été totalement recréée en plein milieu de la production. C'est clairement l'un des changements de design de zone les plus frappants. Le tombeau des Séraphéens, éventré par les révoltes, exposant ses mystères au grand jour. Au temps de Vorador, des siècles avant Kain, les guerriers Séraphéens ont combattu les tribus vampires de Nosgoth. Sûrs de leur bon droit, ils ont commis des actes d'une terrible barbarie. Ils ont décimé des lignées entières en quelques années seulement. Ici se trouvaient leurs restes, les tombeaux des meurtriers. Prudence, Raziel. Un lourd passé repose en ces lieux. Tu apprendras à te connaître, mais cela pourrait te détruire. Tu étais bien Séraphéen, Raziel, né de la force même qui faillit détruire ta race. Après avoir trouvé les tombes, nous arrivons à la zone souterraine, là où nous sommes supposés obtenir le pouvoir de télékinésie. Il faut nous arrêter un moment sur ce passage qui est assez mystérieux dans sa conception. Dans le jeu final, nous rencontrons un sous-boss nommé officiellement Gardien du Tombeau, Tomb Guardian en anglais, qui s'avère être un Turelim, soit l'un des membres du clan de Turel. Et, chose étonnante, celui-ci a droit à un dialogue avec Raziel, ce qui est le seul exemple dans le jeu. En fouillant dans les fichiers sons, certes, les vampires étaient visiblement supposés avoir quelques courtes répliques audibles, mais ce n'étaient que des phrases très brèves, voire de simples interjections. Raziel!
Raziel, maudit sois-tu. Injuste, traître, infidèle, maudit sois-tu. Raziel, Qui es-tu? démon, maudit sois-tu. Hormis ses frères et bien sûr Kane, jamais Raziel n'était supposé converser avec un vampire. Et en étudiant de près cette fameuse conversation qu'il a avec le gardien, on se rend compte que c'est essentiellement un recyclage de répliques pour des boss supprimés. Ainsi, la façon dont le gardien apostrophe Raziel en le traitant d'hérétique rappelle fortement ce qui était prévu avec la prêtresse. Hérétique! Hérétique! Le reste de la scène est indubitablement inspiré de l'échange prévu avec Turel, certaines phrases étant reprises quasiment à l'identique, bien qu'elles aient été réenregistrées. Tes insultes n'enlèvent rien à la douleur de ta traîtrise. Tes insultes ne pourront amoindrir la douleur de ta trahison. Tu m'as tué une fois, tu vois le résultat? Je n'ai pas peur de toi. Kane m'a tué une fois, admire le résultat. Je n'ai rien à craindre de toi. À ce sujet, il est intéressant de noter qu'en VO, le gardien est interprété par Richard Doyle, par ailleurs voix de Moebius depuis les origines de la saga avec Blood Omen. Or, nous verrons plus tard que Moebius n'aurait normalement pas dû apparaître dans le jeu, et qu'en toute logique, ces quelques répliques ont été enregistrées tardivement. Il n'est donc pas étonnant qu'on lui ait confié aussi bien Moebius que le gardien du tombeau, rentabilisant ainsi sa présence sur les enregistrements. Il apparaît alors clair que le gardien du tombeau a été conçu comme une sorte de remplaçant pour Turel, ce fameux frère coupé au montage. Ce qui a visiblement été source de confusion, car ce même gardien est souvent désigné à tort, dans des solus de l'époque ou autres, sous le nom de Morlock. Or, Morlock, c'était le nom temporaire de Turel et de son clan. Donc oui, on peut dire que techniquement, le gardien du tombeau est un Morlock, mais d'un certain point de vue. D'un certain point de vue. Toutefois, le désigner ainsi comme si c'était son vrai nom à lui, disons que c'est une convention de fans et que ça n'a rien d'officiel. Mais bref, c'est bien gentil tout ça, mais alors, qu'est-ce qui était prévu de base avant que Turel et la prêtresse ne soient écartés du jeu? Eh bien, ce n'est toujours pas très clair à l'heure où j'enregistre cette voix off. Il semble évident qu'on aurait bien dû avoir un combat de boss ici, l'endroit étant clairement conçu dès le départ comme une arène. Et c'est bien là qu'on aurait dû obtenir le pouvoir de télékinésie, les salles suivantes servant clairement de tutoriel pour ce pouvoir. Mais qui devions-nous affronter, à la base? Et comment ce pouvoir nous aurait-il été transmis? Dans des bandes annonces, et même dans la version de l'E3 98, c'est un Melkaïm qui est présent, mais peut-être parce que les Turelim n'avaient pas encore été créés à ce stade. C'est en tout cas bien un représentant de ce clan qui est présent dès la version alpha de janvier 99, bien qu'il faudra encore attendre la version du mois d'avril pour que ce soit un Turelim adulte qui y figure. Et pour l'obtention du pouvoir, si dans le jeu final cela passe par l'intermédiaire d'une relique qui apparaît après la mort du sous-boss, il semble qu'au moins à un moment, il était plutôt prévu que ce soit le fruit de l'absorption de son âme, comme pour tous les autres pouvoirs de ce style. Chose amusante également, avant que la relique ne soit conçue, les développeurs avaient utilisé le glyphe de force comme substitut. Son symbole était d'ailleurs présent sur le sol dans la version du mois d'avril, avant que les versions bêta n'introduisent le symbole définitif. Enfin, notons que dans plusieurs prototypes, la Reaver dispose de la fonction de tirer des projectiles par défaut, ce qui pourrait laisser croire qu'il y aurait eu à gagner dans le tombeau que la faculté de pouvoir utiliser la télékinésie sans la Reaver équipée. Ce qui peut paraître étonnant car on voit difficilement alors ce qui aurait pu bloquer la progression du joueur jusqu'au niveau suivant, s'il décidait par exemple d'esquiver le combat avec le gardien du tombeau. En poursuivant notre route dans le jeu final, nous tombons sur ce vitrail que nous pouvons briser à l'aide de notre nouveau pouvoir, et ainsi dénicher cette très belle salle qui n'offre toutefois qu'une recharge de nos points pour les glyphes. Cela fait partie des nombreux endroits où on se dit « tout ça pour ça ?» À la base, cet endroit refermait en fait ni plus ni moins que la Forge de Lumière, ce qui est d'ailleurs encore bien visible dans les bonus du remaster en sélectionnant la démo de l'E3 98. La première zone du territoire de Rahab est constituée d'une grande étendue d'eau où est stationné un bateau, que certains considèrent comme un clin d'œil au bateau pirate caché de Blood Omen.
En explorant le fond de ces eaux, nous trouvons dans le jeu final une salle renfermant un élément renforçant notre énergie de glyphe, mais dans les versions alpha, nous pouvons y trouver l'hôtel du glyphe de force, totalement immergé, ce qui change un peu le fonctionnement de l'énigme. L'hôtel sera finalement déplacé bien plus tôt dans l'aventure, dans une grotte sous-marine du territoire de Melkia, mais en dehors de l'eau. Chose étonnante, un autre passage reliant cette zone à celle de l'abbaye engloutie était présent dans les versions alpha, mais on ignore si cela devait servir d'entrée alternative ou bien d'un autre moyen pour quitter les lieux sans forcément avoir à passer par le territoire de Raziel ou à recharger la partie. Quoi qu'il en soit, dès les versions bêta, ce passage sera supprimé. Revenons-en au bateau qui, même jusqu'aux versions bêta, et contrairement au jeu final, n'était pas immobile, mais bougeait quelque peu comme ballotté par les flots, ce qui aurait compliqué encore davantage la traversée, obligeant à passer dans la sphère spectrale au bon moment pour figer le navire et s'en servir pour grimper sur la falaise d'en face. Je ne m'étendrai pas sur les quelques changements topographiques ou esthétiques de l'abbaye, comme ce symbole récurrent, et en arriverai directement au boss de l'endroit, Rahab, dont le nom provisoire était Aluka, mot hébreu désignant une sangsue. Rahab est le frère de Raziel ayant connu le changement de design le plus radical. Cette première apparence sera maintenue jusqu'aux premières versions bêta. On notera que le redesign de la version remaster semble être un compromis entre son apparence dans les prototypes et celle du jeu sorti à l'époque. Comme pour Zephon ou même Kain, l'échange entre Raziel et Rahab aurait pu être légèrement différent. Kain m'a dit que tu viendrais. Tu parles à Kain. Lorsqu'il le veut bien. Sais-tu qui nous étions avant que Kain ne nous arrache à notre mort? Des humains. Des Séraphéens, Rahab, des Séraphéens. Ici, ta magie est sans effet, Raziel. Ce nouveau boss étant vaincu, nous devenons insensibles à l'eau et obtenons le pouvoir de nager, ce qui facilite considérablement notre progression dans le jeu, même si nous sommes relativement impuissants en étant immergés, à la merci notamment des Rahabim. Mais ce n'était pas toujours prévu ainsi. Les développeurs souhaitaient en effet que Raziel puisse se battre même sous l'eau, mais l'idée n'a pas fait son chemin jusqu'à la fin de la production. On peut toutefois avoir un aperçu de ce que ça aurait pu donner dans une ancienne bande-annonce. La suite du scénario a toujours été pensée pour nous mettre en direction du territoire de Duma, mais les indications de l'ancien dévoilaient un détail supplémentaire. Duma et Turel, les frères qui t'ont précipité dans les abysses, se sont tous deux retirés avec leur clan dans les déserts au nord de Nosgoth. Les pouvoirs de Rahab te permettent maintenant de franchir les obstacles que tu trouveras sur ta route. Ce qui indique donc que le territoire supprimé de Turel devait se situer à proximité de celui de Duma, et nous verrons que ce n'est pas le seul indice trouvable pour les joueurs ayant fouillé le code source du jeu. Avant cela, nous aurions pu explorer les sous-sols de l'abbaye et y dénicher une forge, comme c'est encore le cas dans le jeu final, mais c'était assez logiquement celle de l'eau que nous étions supposés trouver, chose que les joueurs modernes peuvent expérimenter avec la version de l'E3 présente en bonus, là encore. Dans le jeu final, comble de l'ironie, cette zone aquatique renferme au contraire la forge du feu. Je me suis toujours demandé quand même si ce n'était pas là une facétie des développeurs, surtout qu'il n'aurait sans doute pas été compliqué de la laisser dans les salles cachées du territoire de Raziel comme c'était prévu à l'origine. Même si en l'état il aurait fallu que le joueur attende d'obtenir le pouvoir de constriction, ce qui n'est certes possible que très tardivement dans la version finalement sortie. Au-delà de Maelstrom des abysses, se trouve un passage souterrain qui t'amènera au nord, dans les territoires de Duma et Turel. Grâce à l'âme de Rahab, tu pourras nager pour accéder en des lieux qui t'étaient jusque-là interdits. Au nord de Nosgoth, nous tombons donc sur le territoire de Duma, dont l'un des noms officiels est Ash Village, soit le village de cendres, ce qui peut sembler assez cryptique, mais qui est en fait logique lorsqu'on sait que cet emplacement est donc tout proche du territoire de Turel et sa fournaise géante, crachant sa fumée pour dissimuler le soleil de Nosgoth. Ce n'est donc peut-être pas forcément que de la neige qui s'abat sur ces terres nordiques, mais également de la cendre. Ça, c'est du lore, messieurs, dames. Ceci étant dit, peu de changements sont à noter dans cet endroit. On peut quand même être troublé par le fait qu'à un stade de la production, il existait un couloir surplombant la première cour du village qui nous menait à la salle du trône par le côté et au corps empalé de Duma. Dans cette salle, les vitraux disposaient d'ornements différents dans les versions alpha, et outre l'entrée par le côté précédemment cité, à l'opposé, on en trouvait une autre qui nous ramenait à l'obélisque géant que nous sommes supposés faire basculer. Dans la version finale, le seul accès restant est en face du trône, ce qui est plus esthétique.
Ces deux accès temporaires semblent sous-entendre que le parcours prévu pour le joueur a peut-être évolué entre les différentes versions. Autrement, on peut noter que la sortie supérieure de la salle du fourneau n'a été ajoutée que tardivement. Cette même salle, où nous sommes supposés mettre définitivement hors d'état de nuire ce cher Dumas, après l'avoir gentiment ramené à la vie temporairement en le libérant des lances plantées dans son corps. Dans la version finale, on peut être étonné que la bande-son ne fasse pas entendre une variation du thème musical que l'on entend précédemment pour chaque rencontre avec les frères de Raziel. C'était pourtant bel et bien prévu à l'origine. Vous entendez la variation du thème envisagée en ce moment même. Je ne m'explique pas sa suppression et j'aurais pour ma part trouvé pertinent de la rajouter sur la version remasterisée. Précisons également qu'à un stade de la production, Dumas et son clan étaient nommés Ronin, les Ronin étant, à l'époque du Japon féodal, des guerriers dépourvus de chef. Dumas vaincu, nous obtenons le pouvoir de constriction, ou d'enserrement, comme il est désigné dans la notice française, et qui était assez buggé dans les premières versions, se déclenchant de façon intempestive. L'une des premières occasions de le tester réside dans cette cour à l'une des extrémités de ce territoire, avec un objet pouvant être pivoté qui aura la forme d'une grande statue représentant Dumas dans le jeu final. Nous pouvions ainsi ouvrir plusieurs portes, et ce sur quoi elles mènent a beaucoup évolué dans les versions prototypes. Nous devions en effet pouvoir trouver notamment la Forge de la Pierre, la seule qui ne figure pas dans la section niveau perdu du remaster, curieusement. Ainsi qu'à une sortie de la zone menant à ce qui semble être une sorte de canyon enneigé. La Forge de la Pierre a finalement été supprimée, de même que le canyon, ces portes n'offrant plus qu'une pièce de puzzle, un endroit où recharger son énergie de glyphe, et ça, la sortie vers le canyon bloquée par une espèce de tas de neige. C'est vraiment dans ces moments-là qu'on se dit que quelque chose ne va pas quand on joue à la version commercialisée. C'est par ce fameux canyon que nous étions supposés pouvoir rejoindre l'antre de l'oracle. À partir de la version du mois d'avril, son entrée a été déplacée à un autre endroit adjacent du territoire de Dumas, mais cette portion aurait normalement dû mener au territoire de Turel. Certains indices demeurent toujours dans le jeu final, notamment par la mention Morlock dans le code source de cette partie de la carte. D'ailleurs, certains se souviennent peut-être de cette grotte, qui ne mène à rien si ce n'est à un brasier. Sans surprise, elle menait à quelque chose de bien plus consistant à la base, à savoir une petite zone qui peut paraître familière à ceux qui connaissent bien le jeu, et qui a finalement été déplacée dans la citadelle des humains, tout proche de ce qui aurait dû être l'entrée du territoire supprimé de la prêtresse d'ailleurs. Cette zone dispose elle aussi de la mention Morlock dans le code source, ce qui fait que les fans les plus acharnés ont su bien avant la découverte des versions alpha qu'elle était liée au territoire de Turel initialement. Et si dans la version définitive, nous pouvons y récupérer une pièce de puzzle, cette fontaine a en réalité remplacé l'autel du glyphe de l'esprit, car il aurait dû bel et bien exister un glyphe supplémentaire. Celui-ci aurait été particulièrement puissant, car il aurait permis d'aspirer directement les âmes des ennemis autour de nous. Visiblement, l'énigme correspondante aurait consisté à sacrifier un vampire sur l'autel, peut-être en utilisant le pouvoir de la possession que nous aurions dû obtenir en terrassant la prêtresse, et ce qui constituait un nouveau clin d'œil à Blood Omen avec ses forges de l'esprit très généreuses si nous y sacrifions des humains possédés. Notons que dans certaines versions de la notice, dont la française, on parle toujours de 7 autels de glyphes à trouver dans le jeu commercialisé, alors qu'il n'y en a donc que 6, ce qui constitue sans doute un vestige des intentions d'origine. Pour en revenir au canyon, on peut noter la présence d'une ébauche de forge, ce qui est particulièrement intriguant car on ne voit pas bien à quoi elle correspondrait. Il est possible que les développeurs aient un temps envisagé de placer la forge de la pierre plutôt à cet endroit, ou bien que cette forge inconnue n'ait été implémentée que pour servir de test technique. Mystère, là encore. Nous en arrivons à la caverne de l'oracle, et non pas la cave, hein, les traducteurs du remaster. Cave en anglais, c'est un faux ami. Je dis ça, je dis rien. Bande de caves! Cette caverne donc, qui est devenue malgré elle, la dernière zone du jeu commercialisé, alors qu'elle n'avait pas du tout été pensée ainsi. Nous avons donc déjà pu voir que son entrée a été déplacée, l'emplacement original était d'ailleurs bien plus cohérent avec sa représentation dans le premier Blood Omen, mais en dehors de ça, les changements ont été assez mineurs. Petite curiosité avec cette flaque d'eau gelée et ses reflets complètement buggés dans les premiers prototypes, qui a finalement été supprimée. Dans la première salle d'énigmes, les peintures murales ont changé en cours de route. Initialement, certaines d'entre elles évoquaient, sans grande subtilité, un certain personnage.
Mais qui cela peut-il bien être, hein? Lorsque nous finissons par trouver le moyen de débloquer l'accès au chaudron, une trappe devait initialement nous ramener directement devant, mais ce raccourci ne figure pas dans le jeu final et nous sommes forcés de refaire tout le parcours en sens inverse. Autre curiosité, dans les fichiers son du jeu, nous trouvons une version alternative du monologue présentant Moebius, dite non pas par Raziel, mais par l'Ancien. L'antre de l'oracle, le lieu de la première et fatidique rencontre entre Kain et Moebius. Moebius se faisait alors passer pour un charlatan volubile, proposant de mystérieuses prédictions à des visiteurs crédules. Mais, sous ce masque de foire, se cachait le grand maître du temps, le grand manipulateur du cercle des neufs, un cruel personnage qui avait le pouvoir absolu de se jouer du temps. Il avait été assassiné par Kain, des siècles et des siècles plus tôt. L'antre était ensuite resté à l'abandon. Certains pensaient que ce lieu n'était que de façade, cachant une structure bien plus complexe. La statue de ce même Moebius n'était pas présente initialement, ce qui a du sens, étant donné qu'à l'évidence, il n'était pas prévu que celui-ci apparaisse dans le jeu, et on peut supposer que sa statue n'a été ajoutée qu'en toute dernière minute pour que même le néophyte puisse l'identifier lorsqu'il surgit devant Raziel, durant la fin abrupte que les développeurs ont dû finalement créer. Du reste, jusqu'aux dernières énigmes, les changements ne sont globalement qu'esthétiques, et les prototypes ne permettent pas de savoir si certains embranchements facultatifs, qui ne mènent pour ainsi dire à rien, quelle que soit la version, n'auraient pas dû avoir une autre utilité initialement. Notons également que les vampires qu'on devait affronter dans cette zone auraient dû être les Dumaim, qui ont finalement été remplacés par les Turelim, comme ça avait été le cas dans la zone du glyphe de lumière solaire. Dans le cas présent, en plus de leur permettre d'avoir un vrai temps de présence, on peut se dire qu'étant donné qu'il s'agit finalement de l'ultime zone du jeu, il était logique que nous y soyons opposés aux vampires les plus puissants de Nosgoth. La dernière énigme étant résolue, et la dernière porte bloquante étant ouverte, nous pouvons progresser en direction du chronoplaste. L'étude des prototypes montre que celui-ci aurait normalement dû être rapidement rejoint ensuite, certains proposant une téléporte quelques pas après la grande porte débloquée, sur la droite en arrivant, et non pas par la gauche. Il s'avère en effet que les longs couloirs avec ces sortes de portails présentant les fameuses visions du chronoplaste n'existaient pas initialement, et n'ont été rajoutés que tardivement dans les dernières versions bêta. Dans le scénario d'origine, c'est dans le chronoplaste lui-même que ces portails figuraient, et c'est après avoir assisté à toutes les visions qu'il propose que Kain aurait dû surgir de l'ombre pour sa deuxième confrontation avec Raziel. Dans sa vidéo sur les niveaux perdus, Reyna Audron révèle que l'échange entre les deux personnages avant leur combat était plus court initialement. En fait, la version finale a récupéré des morceaux de dialogue qu'on aurait normalement dû entendre que lors de la troisième et dernière rencontre, bien plus tard, dans la partie du scénario supprimé. Ce lieu offre la science à qui sait se montrer patient. Trop pressé de me trouver, tu n'as sans doute pas été assez attentif. Tout est écrit. Moebius a prédit mon avenir il y a 1000 ans de cela. Ah, nous ne sommes que de pauvres pantins, jouant les rôles que le destin nous réserve. Nous sommes irrémédiablement appelés à parcourir les chemins tracés pour nous. La liberté n'est qu'une illusion. Je suis allé dans la crypte des Séraphéens, Kain. Comment as-tu pu transformer ces nobles Séraphéens en vampires? Les Séraphéens étaient des saints. Ils protégeaient Nosgoth contre ceux de notre espèce. Tu te perds dans les méandres de ta morale relativiste, Kain. Cet endroit... Dans quel jeu veux-tu m'entraîner? Enfin, on peut préciser que pour cette salle, plusieurs éléments de décor étaient initialement prévus pour le refuge montagneux de Kain, l'une des grandes zones finalement supprimées du jeu. Dans la version sortie en 1999, ce deuxième affrontement fait office de boss de fin, et à son issue, Kain s'enfuit dans le temps, suivi par Raziel, et l'intrigue se conclut brusquement par cette rencontre avec Moebius, où celui-ci adresse à notre personnage des paroles bien énigmatiques avant un à suivre des plus frustrants. Bienvenue, Raziel. Ce n'était pas du tout ainsi que les choses auraient dû se dérouler initialement. La fin de ce deuxième combat aurait dû nous permettre d'embrayer sur tout un pan de scénario qui a malheureusement dû être sacrifié par les développeurs, faute de temps et de budget.
La suite logique de cette rétrospective serait que nous étudions maintenant cette portion inédite de l'histoire, en nous concentrant sur la citadelle des humains, puis sur les fameuses 3 grandes zones supprimées, jusqu'à conclure sur le sommet de la cathédrale. Mais cette deuxième partie a déjà été bien plus longue que je ne l'avais prévu, donc nous aborderons ceci dans une 3e partie. Prenez votre mal en patience, et dites-vous bien que nous sommes un peu plus proches du jugement final. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit une connerie? Merci à vous d'avoir suivi cette deuxième partie de cette rétrospective consacrée au jeu Legacy of Kain Soul River, et notamment à son contenu coupé. Si vous avez tenu jusqu'au bout, eh bien déjà bravo. Je n'aurais jamais cru que j'approcherais d'aussi près les 60 minutes de vidéo, et j'espère vraiment que ce n'était pas trop laborieux à suivre. La 3e partie sortira quand son heure viendra, je ne donne aucune fourchette, et préfère m'y consacrer sereinement, à mon rythme et sans pression. Je tiens à remercier une nouvelle fois William Faure déjà pour ses talents graphiques, pour les miniatures YouTube, mais également pour sa pétition demandant la production d'une version Director's Cut du jeu. Elle est toujours en ligne et nous ne serons jamais assez nombreux pour la signer, donc foncez, vous m'obligeriez. En attendant, et pour conclure de nouveau, comme le dirait Kain, grand latiniste de son état,